Temps présent avec Toyota Hybride. Pas besoin de prise électrique pour rouler à l'électricité. Bonsoir à tous. Ce soir, Temps présent vous propose une enquête franche et courageuse sur les jeux vidéo. Désormais, cette industrie génère un chiffre d'affaires plus important que le cinéma. Et il n'y a quasiment plus un ado, une famille en Suisse qui ne possède pas sa PlayStation, avec tous les problèmes que cela peut impliquer sur la vie de famille ou la scolarité. Alors justement, parlons-en de ces problèmes, car entre le lobbyisme de cette puissante industrie et le déni de la communauté des joueurs, les vrais effets de ce divertissement sont un peu tabous, en particulier les jeux d'immersion violents où il s'agit de tuer par tous les moyens imaginables, frapper ou même violer. Or, pour la première fois, la communauté scientifique dispose d'une recherche approfondie commandée par le gouvernement américain à la suite d'une sanglante tuerie dans une école. Ses conclusions sont irréfutables. Oui, les jeux violents provoquent l'addiction, l'agressivité et une diminution de l'empathie, une sorte d'indifférence à l'horreur. Nous savons bien sûr que notre reportage, signé Christophe Ingard et Xavier Nicole, va fortement déplaire à la communauté des joueurs. Alors, il est important de répéter que dans l'usage des jeux vidéo, tout est question de mesure et qu'un joueur, même forcené, ne va pas devenir pour autant un tueur en série. Mais il est temps aussi de cesser de se voiler la face. Oui, les jeux peuvent provoquer l'échec scolaire, l'isolement social et des troubles psychologiques importants ayant de graves effets sur l'organisme. Et oui, les parents, mais aussi les joueurs, sont souvent dépassés face à ce qu'il faut bien appeler une addiction, au même titre que l'alcool et le cannabis. Attention, quelques images peuvent heurter certaines sensibilités. En fait, il y a un scénario à suivre, puis des missions à effectuer tout le long. C'est l'histoire de gangs, de gens qui se tirent dessus, de braquage, ce genre de choses. Mais ouais, il y a une grosse liberté de jeu, c'est un monde ouvert, quoi. Je peux aller où je veux, faire beaucoup de choses, un peu n'importe comment, n'importe quand, selon ma volonté. Mais la première fois que t'as joué à GTA, t'avais quel âge? C'était chez un ami, j'étais plus jeune, je devais avoir peut-être 13 ans. C'est plutôt assez violent quand même, non? Oui, je donnerais pas ça à n'importe qui, disons. Fuck yourself! Voici le 10e art. Des graphismes qui déchirent. Un univers cool et immersif où le héros, c'est vous. On est loin des Pong, Tetris et Super Mario de papa et maman. Mais le jeu vidéo aujourd'hui, c'est aussi du fric. Beaucoup de fric. Une industrie qui engrange 80 milliards de francs par an selon certaines analyses financières. C'est plus que le cinéma. Et comme dans tous les médias pour vendre, on use et abuse parfois de ce qui marche, le sexe et surtout la violence. Un petit tour en grande surface et ça saute aux yeux. Les jeux les plus nombreux et les plus visibles sont fortement déconseillés si vous n'avez pas 18 ans. Dans la peau d'un psychopathe ou au mieux d'un soldat, l'idée, c'est de dégommer l'autre.
Use it. Here goes. Nice. Okay, last one. Down. Le vrai problème, c'est quand on fait ensuite un petit tour dans les salons du jeu vidéo, comme ici à Polymanga, et qu'on constate que beaucoup de garçons, surtout, se contrefichent de ces limites d'âge. Tu joues à des jeux d'action aussi, violents, genre FPS? Ouais. Lesquels? Call of, il y a Far Cry, il y a aussi Splinter Cell, mais là j'y joue plus trop. Et ouais, c'est à peu près tout. Tu sais que ces jeux sont fortement déconseillés pour les moins de 18 ans. Et Mais c'est captivant, c'est vrai que c'est addictif. Moi franchement j'adore. Et le fait de tuer, tirer tout le temps. Bah, je sais que c'est dans un jeu, du coup ça me fait pas peur. Autrement je sais que je vais pas faire ça dans la vraie vie, du coup pour moi c'est normal. Tu peux jouer combien de temps de suite à peu près? Ça dépend, je peux faire tout l'après-midi facilement à jouer. Donc 4, 5, 6 heures? Voire plus. Des ados donc qui jouent beaucoup, et des parents souvent largués. Tu as déjà joué à des jeux d'action ou des jeux plus violents? Ah, Black Ops 3. Call of Duty, non? Ouais, Call of Duty. GTA, Grand Theft Auto. Non, ça j'ai arrêté. Et vous connaissez ces jeux, vous savez ce qu'il y a dedans? Pas tellement, non. Non? Vous voulez voir des séquences par exemple de... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est ça? C'est ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous pensez de... Là, il doit lui arracher une molaire. C'est une scène de torture. Ouais, mais je vais pas regarder. Non, c'est bon. Tu connais ça, hein? Faut que je fasse gaffe. Là, c'est vrai que Vous connaissiez pas ça? Non, je ne connaissais pas du tout. Faut que je fasse un peu attention à ça. Là. Faire attention, oui. Car même si la majorité des joueurs finira le jeu sans séquelles, 10% environ des adolescents ont aujourd'hui un réel problème avec ce monde virtuel selon plusieurs études européennes. 1 sur 10, et un pourcentage en hausse. En tête des préoccupations, le temps passé à jouer, jeu violent ou pas. Christian, 16 ans, n'est plus un cas rare. Mon tout premier jeu vidéo, c'était... Alors j'avais 7-8 ans, pas plus. Et puis bon, bah, j'ai joué jusqu'en 2015 du coup. J'ai dû arrêter parce que ça devenait critique, quoi. C'était vraiment... J'étais vraiment trop addict à certains jeux vidéo. Addict, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je passais 8 heures par jour, je faisais que ça, j'étudiais pas, j'étais concentré que sur cette chose. Avec quoi comme conséquence? Bah, une prise de poids, les notes qui chutent, ouais, les critiques aussi à l'école, plein de choses comme ça, c'était vraiment... C'est un peu plus dur à assumer. Les insultes commencent à venir, c'est là qu'on réfléchit et qu'on se dit que c'est... Il faudrait peut-être changer, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Parce que tu as pris beaucoup de poids. Oui, j'ai pris 50 kilos en 2-3 ans, quand même. Donc c'était vraiment... Ouais, c'est extrême. Merci. Les moments en famille deviennent aussi très rares avec de telles addictions. Des parents divorcés dans le cas de Christian. Une superbe occasion d'ailleurs pour jouer 2 fois plus. Au début, on s'en rend pas compte, mais après, quand on se rend compte qu'il est pris là, c'est un peu tard, c'est déjà trop tard, parce qu'après, il nous écoute plus beaucoup, donc moins en tout cas. Donc c'est vrai qu'on est, oui, on est un peu dépassé. Ouais, c'est vrai. À partir du moment où on ferme la porte à clé, ou bien quand on se lève à 11h, 10-11h, on sait qu'ils sont couchés, puis qu'on fait doucement, puis qu'on commence à jouer à l'ordinateur. Vers 11h le soir, donc. Ah oui, bien sûr. C'était ça. Donc t'as beaucoup joué en cachette aussi. Oui, bien sûr. Comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs. La plupart du temps, il restait enfermé. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup moins de rapports, donc on n'a pas vraiment des anecdotes en soi, mais en fait, c'était surtout le fait qu'il reste enfermé dans son milieu clos de sa chambre. Et c'était un peu son lieu, son repère, quoi. Selon Christian, c'est le sport qui l'a sauvé. Et depuis 1 an,
il a posé sa manette pour soulever de la fonte. Ça défoule? Ah, ça défoule, vous imaginez même pas. C'est magique. Ça change les jeux vidéo? Ah, ça c'est clair. Jeux vidéo, c'est vraiment... ça défoule les doigts, on va dire. Là, ça défoule le corps, puis aussi après, on est plus sain d'esprit, on se sent bien, on se sent vraiment bien. Il y a aussi une bonne ambiance à la musculation. On connaît tout le monde, on se tape dans la main, on se connaît réellement. Et justement, les jeux vidéo, on se parlait sur Skype, et c'est tout. Le pire, c'était l'isolement. Parce que tant j'avais plus d'amis, j'en avais un que je connaissais en vie réelle, qui jouait énormément aux jeux vidéo avec moi. Autrement, j'avais plus vraiment d'amis. Les seuls amis que j'avais, c'était sur les jeux vidéo. Donc en fait, plus on est isolé, plus on va se réfugier dans les jeux vidéo et la malbouffe. Puis plus on se réfugie dans les jeux vidéo et la malbouffe, plus on va être un peu rejeté. Donc c'est un peu un cercle qui se termine pas. Un cercle vicieux qui n'est pas toujours aussi facile à briser. Mike a 19 ans, de nationalité suisse et américaine. Très jeune déjà, il s'est immergé dans les FPS, ces jeux de tir à la première personne. J'ai joué à des jeux vidéo depuis que je suis enfant, avec des amis, tout seul, en famille. À l'époque, c'était juste un passe-temps que je faisais par plaisir, un moment de partage avec des amis. Mais à un moment donné, j'en suis devenu dépendant émotionnellement. Et t'es devenu accro à quel point? C'est arrivé au stade où ça a failli détruire ma vie. Et si je n'y prends pas garde maintenant, ça pourrait toujours être le cas. Heureusement, je pense que je suis suffisamment conscient aujourd'hui pour que ça n'arrive pas. On peut utiliser le terme d'addiction? Oui, absolument. Mike pouvait passer 8 heures par jour à jouer, viser, tirer. Quand nous l'avons rencontré, il était en thérapie depuis 1 an et demi, dans ce centre genevois de désintoxication. Quand on a dit que tu ne pouvais plus avoir l'ordinateur en semaine pendant l'école, Et de ne pas pouvoir faire ce dont j'ai envie. qu'as-tu ressenti? L'impression de perdre quelque chose? Oui, une perte d'opportunité, de quitter le monde plus longtemps. Quitter le monde? Tu peux m'en dire plus? Que ressens-tu devant l'ordinateur? En fait, je dirais que c'est plutôt un moyen de quitter la société dont je ne veux pas faire partie. Devant l'ordinateur, je socialise avec qui je veux. Pas besoin d'interagir dans le bus, sur le trottoir, à l'école, avec les profs. C'est qui je veux, quand je veux. Alright. Nice. Oh, what the hell? Didn't input. This is gonna be fantastic. Got him. Oh boy. So what do you do in this game again? Oh my god. Okay, that was luck. Peut-être les choses qui, moi, me parlent beaucoup dans ces jeunes qu'on voit ici, c'est cette déconnexion, c'est cette difficulté de se connecter à un vécu, aux sensations, de les partager avec l'autre, de rester avec. Je crois que souvent, ce qu'on peut voir ici, c'est cette envie de trouver un refuge ou de trouver un échappatoire ou de trouver une zone de confort où les jeunes se sentent bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve. C'est beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ça, ouais. Après avoir passé une partie de son enfance aux États-Unis, Mike vit aujourd'hui seul avec sa mère à Genève. Comme beaucoup d'autres parents, une mère qui n'a rien vu venir. Ouais, c'était normal. Déjà, on était aux États-Unis, les télévisions, il y en a dans toutes les pièces là-bas. Moi, j'avais toujours la télévision allumée. J'ai pas pensé qu'il y aurait ces conséquences-là, du tout. C'était normal. Il regardait la télé quand il voulait, il se mettait à l'ordi quand il voulait. L'ordi était dans le salon, donc il était tout le temps à l'ordi, quoi.
L'ordinateur est devenu un problème quand l'école, ça allait pas, en fait. Quand il se levait pas le matin, quand il n'arrivait pas à se concentrer, quand il faisait pas ses devoirs parce qu'il voulait être sur l'ordi, quand il voulait pas s'enlever de l'ordi quand c'est l'heure d'aller se coucher. Donc ça, c'est plus tard, vers 12, 13, 14, comme ça, par là autour. Hey. How are you? I'm good, what's up? How was your day? It was okay. Are you hungry? Not right now. Maybe later. Okay. So, I'll let you know when it's ready. Okay. Aujourd'hui, Mike ne joue plus que le week-end. I'll see you later. Yeah, see you later. L'attrait demeure cependant fort. Alors quand c'est vendredi soir, ce n'est pas dans les bars qu'il court, mais bel et bien dans sa chambre. A year and a half ago, when I did start the therapy, I still didn't think about, Il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé la thérapie, je ne pensais pas que j'avais des problèmes. Je n'arrivais même pas à y penser. Maintenant, juste le fait que j'en sais beaucoup plus et que j'ai la volonté de changer, c'est déjà énorme. L'immersion sans fin dans le monde virtuel. Un problème grandissant pour ce centre de référence à Genève. Un centre spécialisé à la base dans les addictions aux stupéfiants. Année après année, nous avons de plus en plus de jeunes qui viennent pour ces questions d'utilisation excessive de jeux vidéo. Donc on a presque l'impression que la question des consommations de substances est en train de se stabiliser, voire baisser un tout petit peu. Par contre, la nouvelle vague, nous le craignons, va être ces types-là de problématiques, donc des problématiques d'addiction comportementale et en particulier aux jeux vidéo. Donc le cannabis, quelque part, c'est du passé. Pour certains jeunes, oui, c'est devenu désuet, absolument, oui. Une nouvelle drogue, donc. Avec quel effet sur le comportement? C'est la question centrale de notre enquête, la plus polémique. Car si, comme Christian et Mike, la majorité des accros s'en sortent avec de l'aide, ce n'est malheureusement pas le cas de tous. L'isolement, la violence et le passage à l'acte sont au cœur d'une tragédie qui a secoué les États-Unis il y a 4 ans. Chronologie d'un drame qui va relancer le débat. Peu avant 9h30, Adam Lanza sortit de chez lui, au 36 route de Yogolanda, pour la dernière fois. Quelques minutes plus tard, il entra dans Riverside Drive. Il passa devant le panneau « École primaire de Sandy Hook, bienvenue aux visiteurs ». Il fit un virage et s'arrêta sur les lignes jaunes de la caserne des pompiers. Adam hésita brièvement à l'entrée, puis il fit un pas en arrière, pointa son arme sur la grande vitre de la porte principale et appuya sur la gâchette. Les tirs et l'explosion de verre résonnèrent dans les couloirs de l'école, détruisant la paix et la tranquillité pour toujours. There has been a deadly shooting at an elementary school in Newtown, Connecticut. This is an ABC News special report. And we do have the breaking news of a shooting at an elementary school in Newtown, Connecticut. The worst grade school shooting in U.S. history, at least 27 dead, 20 children, 7 adults, including the principal. And the gunman killed himself. We now know his name. We know he's 20 years old, Adam Lanza. Officials say Lanza shot his mother Nancy multiple times, killing her in her bed. The looming question is why this man then decided to come to this school. He shows up at a place where they're making gingerbread houses in preparation for the holidays and Christmas presents. Just kids. A man in black enters with a vest and multiple weapons and begins a massacre. Quelques heures après le massacre, le journaliste new-yorkais Matthew Lysiak est envoyé sur place. Il enquêtera près de 5 mois à Newtown.
En racontant cette histoire, je ne cherche pas à glorifier un tueur. Je cherche à comprendre pourquoi. Parce que si on ne cherche pas à comprendre, on ouvre la porte au prochain tueur. J'ai 4 filles. Je ne suis pas prêt à ça. Pourquoi est-ce que cette tuerie nous intéresse aussi? Parce que la police fait rapidement une stupéfiante découverte dans la luxueuse maison des Lanza. Une chambre aux vitres recouvertes par des sacs poubelles, une tanière remplie d'armes, de munitions, mais aussi d'écrans, d'ordinateurs, de consoles et de jeux vidéo. Les enquêteurs ont aussi retrouvé une liste très précise et sophistiquée de toutes les tueries de masse passées. Une liste ressemblant à un tableau de score d'un jeu vidéo. Numéro 1, numéro 2, nombre de morts, armes utilisées. Adam Lanza a étudié ces tireurs, il a tout étudié pour arriver en tête de liste. Je crois que c'était l'un de ses buts, faire le plus de morts possible. Si vous allez dans un supermarché, les gens peuvent s'enfuir. Classe par classe, il n'y a pas d'issue. Malheureusement, le recueillement est vite écrasé par des débats manichéens. Il faut trouver le coupable. D'un côté donc, on accuse les armes. De l'autre, les jeux vidéo. Vicious, violent video games with names like Bulletstorm, Grand Theft Auto. What about the violence in our video games? The depiction of these assault weapons again and again. Violence, the realism that you find in games and movies. Ladies and gentlemen, President Barack Obama. Il devient urgent de calmer le jeu. Fin janvier 2013 donc, le président américain plaide pour explorer toutes les pistes. Mieux encadrer l'accès aux armes, bien sûr, mais pas seulement. Those who oppose even modest gun safety measures have threatened to defund scientific or medical research into the causes of gun violence. I will direct the Centers for Disease Control to go ahead and study the best ways to reduce it. And Congress should fund research into the effects that violent video games have on young minds. We don't benefit from ignorance. We don't benefit from not knowing the science of this epidemic of violence. Un message entendu. Des 4 coins du pays, 7 professeurs de l'Association américaine de psychologie se réunissent. Une task force indépendante qui vient de rendre publics ses résultats dans une gigantesque méta-analyse sur les jeux vidéo violents. Avant donc de retourner à Newtown, direction Washington DC. Rendez-vous pris avec l'une des 7 professeurs de cette task force. C'était beaucoup de travail. Une méta-analyse, c'est un résumé de toute la recherche existante sur un sujet donné. En ce qui nous concerne, nous avions environ 170 études à analyser et ça nous a pris 2 ans. Des recherches que nous avons trouvées nous-mêmes, que des chercheurs bien connus dans le domaine nous ont envoyées et nous les avons toutes rassemblées. Nous les avons lues, décortiquées, notées et nous avons passé un long moment pour les évaluer. Des dizaines d'études du monde entier. Les plus récentes qu'on puisse avoir. Le nec plus ultra de la science dans ce domaine. Résultat, nos découvertes étaient assez régulières. Nous avons vu l'impact de ces jeux sur l'agressivité à tous les niveaux. Une augmentation des comportements agressifs, des pensées agressives, une excitation provoquée par ces jeux violents. Il en ressort aussi que les joueurs deviennent moins sensibles à la violence. Leur empathie diminue ainsi que leurs comportements prosociaux.
à un ensemble d'effets assez consistants. Aucune preuve que les jeux vidéo violents font de vous des tueurs, mais il y a un mais. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ils ne défoulent pas. C'est une douce illusion de penser que l'on peut sortir son agressivité grâce à ces jeux. Nous voyons le contraire, des gens plus agressifs, moins empathiques. Ce ne sont donc pas leurs pulsions agressives que les joueurs sont en train de décharger. En tout cas, ce n'est pas ce que nous avons vu dans les données analysées. Ces conclusions scientifiques sont aujourd'hui partagées par de nombreux experts en Suisse aussi. Et même les joueurs le remarquent. Pas facile d'être au calme sur certains jeux en ligne quand le but n'est que de flinguer l'autre. Il y a une équipe avec qui je joue super souvent, on joue à Evolve ensemble, c'est vraiment génial, on s'éclate ensemble, c'est des super moments qu'on passe. Et à l'inverse, il faut avoir essayé les Call of Duty il y a quelques temps, mais non, quoi, je veux dire, c'est une communauté déjà de gens qui ne devraient pas y jouer. Nombre de fois, je me suis retrouvé avec des enfants de 10 ans qui s'énervaient au bout de leur manette au point de la lancer puis de péter un plomb, quoi. Mais t'attends, les prends de tes mains! Mais va te faire! Va-t'en! Salope! Dégage-toi, nique ta mère! Faut savoir jouer avec des gens matures. Tout le monde n'a pas la maturité pour savoir se mettre dans le principe. Ok, c'est un jeu, je suis là pour m'amuser, je suis pas là pour être plus fort que les autres. Plus complexe par contre, reconnaître que cette violence a aussi un impact sur soi-même. J'ai vu plein de films avec des types qui se tirent dessus, je joue à des jeux qu'on peut qualifier de violents. Donc forcément, au bout d'un moment, je me dis, bon, j'ai déjà vu ça, je sais que ça va pas me heurter comme ça m'a heurté la première fois. Enfin, comme ça peut heurter quelqu'un la première fois. À force de voir toujours la même chose, on s'y habitue. C'est surtout ça. On réagit moins fortement, on réagit moins sous le coup de l'émotion. C'est moins direct. Je suis peut-être moins sensible que je l'étais à mes 13 ans. Après, à savoir si je suis moins sensible qu'une personne standard, ça c'est une autre question. Et je sais pas, peut-être, peut-être pas. Je crois que certaines personnes ne veulent pas croire que cela a un effet sur eux, mais ça a un effet. Si vous regardez les données scientifiques, les résultats sont solides et récurrents en matière d'impact sur les comportements humains. La science, c'est la science. Les données parlent d'elles-mêmes. C'est pour ça que notre task force est convaincue que ces jeux violents sont un facteur de risque. Mais jouer ne va pas affecter tout le monde de la même façon. C'est donc peut-être pour ça que certains diront que ces jeux violents n'ont aucun effet. Pour parvenir à toutes ces conclusions, la méta-analyse américaine intègre de nombreux tests en laboratoire, comme ceux menés ici, à Grenoble. Vous allez participer à une expérience sur la perception visuelle. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de jouer à un jeu vidéo pendant une vingtaine de minutes. Donc je vais mettre ceci sur votre petit doigt. Donc c'est un capteur qui permet de mesurer votre activité cardiaque. Donc c'est une mesure contrôle dont on a besoin pendant la phase de jeu. Donc le but c'est que vous jouiez de la manière la plus spontanée et naturelle possible. En fait, cette expérience compare le niveau d'agressivité entre deux joueurs sans qu'ils le sachent. L'un jouant à un jeu qui bastonne, l'autre à un jeu de sport par exemple. Les chercheurs analysent le rythme cardiaque. La fête est finie. Mesurent l'intention de blesser l'autre en s'infligeant des chocs sonores. Et évaluent finalement les pensées agressives de chaque joueur. À nouveau, c'est très clair, les contenus violents augmentent l'agressivité.
Ce qu'on a pu montrer également, c'est que cette augmentation, elle est cumulative, c'est-à-dire que lorsque l'on a fait jouer pendant 3 jours de suite des personnes à des jeux vidéo à contenu agressif, eh bien on observe des réponses agressives qui augmentent au fur et à mesure que les jours se passent. Donc ces résultats conduisent à penser que l'exposition répétée à des jeux vidéo violents a un effet d'élévation du niveau moyen d'agressivité chez une personne. En résumé, plus on tue virtuellement, plus ça fait mal réellement. Et un jeu vidéo, ce n'est pas exactement un film, selon ce professeur de psychologie sociale. Effectivement, l'exposition à des contenus violents par les médias augmente le comportement agressif, que ce soit à la télévision ou les jeux vidéo. Cependant, plus le réalisme des scènes est important, plus l'immersion est importante, plus l'individu est acteur dans la scène violente, plus l'impact sera manifeste. C'est-à-dire que si vous voyez effectivement quelques pixels qui s'agitent sur un écran et qui semblent frapper sur d'autres pixels qui s'agitent sur un écran, l'impact ne sera pas le même que si vous avez face à vous un personnage très réaliste comme quasiment une photographie ou un film qui effectivement est commandé par vous-même et abat une autre personne. La question n'est pas de stigmatiser le jeu vidéo. De manière générale, tout contenu d'information attractif a un impact sur celui qui en prend connaissance. Donc, il a pu être montré, par exemple, que des jeux vidéo à contenu coopératif et altruiste influencent les comportements coopératifs hors ligne, hors jeu. Retour en Suisse, dans le canton de Berne. Avec un petit tour dans cette cour d'école banale, où l'on comprend vite à nouveau que nos chères têtes blondes ne jouent pas qu'avec des jeux pacifistes. Bien au contraire. Un exemple qui me semble assez intéressant, la semaine passée, j'ai vu un texte, un garçon de 10 ans qui écrivait une histoire, et c'était finalement l'histoire d'un jeu vidéo qu'il a joué. Et il a parlé d'une torche humaine. Il a parlé d'une violence incroyable, de couper les têtes et tout ça. Et c'est pas normal pour un garçon de 10 ans. Il y a quelques années, il y avait encore une certaine sensibilité dans la société par rapport à ces jeux vidéo violents. Aujourd'hui, on l'accepte. Parce que je crois qu'il y a une certaine, disons, résignation dans la société. On ne peut pas l'éviter, on l'accepte. Mais il y a de plus en plus des garçons qui passent tout le temps libre avec ces jeux vidéo. Roland Neff travaille dans cette école depuis 30 ans, élu socialiste depuis 20. Pour lui, réalité et fiction s'entremêlent toujours plus. Et il est convaincu que dans certains cas, la violence virtuelle peut même conduire au passage à l'acte. Je suis assez pessimiste par rapport à cette question. Naturellement, il faut toujours de différents facteurs. C'est assez compliqué au niveau psychologique, mais si vous avez déjà un jeune qui est assez humilié par la situation familière, sans travail, avec peu de possibilités, alors s'il passe des heures avec cette violence, naturellement, ça va être beaucoup plus facile pour lui de tirer. C'est difficile de tuer, mais on peut faire descendre ses scrupules. Certains joueurs vont crier au scandale. Le passage à l'acte est évidemment un point qui fait particulièrement polémique. À juste titre. Difficile là d'avoir des preuves scientifiques. L'envie d'en savoir plus nous a toutefois renvoyés dans le Connecticut, 4 ans après la tuerie dans le paisible village de Sandy Hook. Avec cette question en ligne de mire. Pourquoi ? Ce qui frappe en premier en arrivant ici, c'est le calme apparent et la volonté d'oublier ce funeste 14 décembre 2012. Au cœur des riches quartiers de Newtown, la maison du jeune tireur a été totalement rasée. À 5 km de là, l'école primaire aussi. Les briques auraient même été pulvérisées pour ne laisser aucune trace. Une nouvelle école est encore en construction. Certains n'oublieront toutefois jamais.
Le 14 décembre 2012, Jennifer et moi avons perdu notre seule fille Avielle lorsqu'elle a été tuée avec 19 autres élèves dans le massacre de l'école. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons été terrassés par cette tragédie et nous le sommes encore. Mais il fallait aussi qu'on agisse pour éviter d'autres tragédies, pour permettre aux enfants de vivre en sécurité et éviter que l'on fasse du mal à soi-même ou aux autres. En l'honneur donc de sa fille, ce neuroscientifique de formation a créé une fondation pour mieux comprendre les méandres du cerveau humain et les causes profondes de la violence. La polémique stérile qui a suivi la tuerie l'a aussi attristé. Les jours qui ont suivi le meurtre d'Avielle, nous avons vu chaque bouc émissaire pointé du doigt, de façon très viscérale. C'est à cause des jeux vidéo, non, c'est à cause des armes, c'est à cause de la sécurité à l'école, comment éduquer un enfant, la santé mentale. Donc, notre réponse, c'était de prendre du recul et remonter aux causes profondes. Pourquoi les gens agissent-ils violemment? Le lien entre l'inné et l'acquis. Qu'est-ce qui conduit à ces tragédies? Et ça ne sera pas une réponse unique. Dire que je ne suis pas en colère, le cœur brisé ou triste, serait très en dessous de la réalité. Je suis très en colère, très triste, très frustré. Mais la première règle dans notre maison, c'est ne pas pleurnicher. Il faut des solutions. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher. Quels sont donc tous ces éléments qui ont déclenché l'ouragan il y a 4 ans? Jérémy n'aime pas trop parler de celui qu'il surnomme simplement le tueur de Sandy Hook. Un tueur isolé qui aurait perdu progressivement tout contact avec la réalité. Un autre ami d'Adam parlait de lui comme un marginal. Ses problèmes mentaux, ses ambitions militaires, ses habitudes de jeu et son déclin dramatique dans toute forme d'interaction sociale a conduit ce garçon à s'éloigner toujours plus de la réalité. Même le stand de tir n'était plus aussi attirant. Un mois avant la tuerie, il ne parlait à personne. Et il restait seul dans sa chambre, jouant à des jeux vidéo violents, allant parfois au supermarché pour jouer à Dance Dance Revolution, un jeu de danse, pendant des heures. Et il planifiait tout cela. Il sombrait de plus en plus dans un état de psychose, selon certains spécialistes. Sa connexion avec la réalité, que nous avons tous en communiquant les uns avec les autres, lui ne l'avait plus. Il ne parlait même plus avec sa mère. À la fin, ils ne communiquaient plus que par email ensemble. Un maléfique plongeon dans le virtuel, confirmé par les experts du service de protection des mineurs du Connecticut. Je crois que la conclusion de toutes les personnes qui ont eu accès aux documents que nous avons vus, et après nos discussions avec l'unité comportementale du FBI, c'est que le fait de vivre dans cet univers parallèle était incroyablement malsain. Son bureau a eu accès au rapport pédiatrique du jeune tueur, à ses bulletins scolaires, mais aussi au rapport confidentiel de la police et du FBI. Il en ressort également qu'Adam Lanza avait de dangereuses prédispositions. Il avait très certainement un trouble autistique, mais aussi et surtout de graves TOC. Il n'aimait que certaines choses très précises. Et il y avait une grande complaisance de sa famille à ce niveau, de ne pas l'encourager à faire autre chose,
à étendre son horizon ou rechercher de l'aide et un traitement médical au moment où il s'isolait de plus en plus. Mais est-ce que c'était un enfant violent? Non, il n'y avait vraiment rien qui ne l'indiquait. Isolement, addiction aux jeux vidéo violents, fragilité mentale, démission parentale. Le cœur d'un cyclone, capable finalement de tout détruire sur son passage à cause d'un dernier facteur de risque. L'accès, tellement facile ici, aux armes. Nous avons donc ici un garçon qui ne sort plus, mais qui a accès à un arsenal dans sa maison parce qu'il aime ça. Ça fait même partie de l'apaisement familial. Tu aimes les armes? Bien, on va t'en acheter davantage. Ce n'est pas ce dont il avait besoin. Il avait besoin d'un traitement psychologique, d'amis, de son père, de son frère. Mais il n'avait plus rien de tout ça. Est-ce qu'Adam aurait commis cette tuerie sans les jeux vidéo? S'il n'avait pas eu accès à toutes ces images violentes? Je ne sais pas. Je sais que des milliers de gens jouent à ces jeux et ils ne commettent pas de crimes. Mais avec quelqu'un de malade comme Adam, avec des armes à la maison, capable de s'isoler avec ses jeux, c'est une grande question. Je n'ai pas la réponse, mais je rêverais de pouvoir revenir en arrière, tirer la prise et voir si le résultat était différent. L'une des pires tueries au monde aurait-elle pu être évitée ainsi? On ne saura jamais. À l'Office médico-pédagogique de Genève, on martèle toutefois que cette violence n'est pas à mettre devant tous les yeux. Des jeunes qui ont déjà des difficultés de la régulation émotionnelle, comme des jeunes avec un syndrome d'Asperger, par exemple, ou des jeunes avec des troubles de la personnalité, risquent d'être encore plus désensibilisés. Il y a quelque chose de terrible à ça, parce que tout le travail qu'essayent de faire des professionnels, des thérapeutes avec ces enfants, c'est précisément de leur redonner une capacité à percevoir, sentir les émotions, avoir une représentation des émotions des autres. Donc on peut vraiment dire que d'une certaine façon, ces jeux vidéo-violence, c'est l'anti-psychothérapie ou c'est l'anti-développement des capacités émotionnelles. Et il y a parfois ce paradoxe que voilà, ces jeunes suivent 1 heure, 2 heures de thérapie par semaine et dans la même semaine, ils ont peut-être joué 40 heures, 50 heures de jeux vidéo. Et lorsqu'on parle de fragilité, il n'y a pas que les troubles mentaux. Très jeune, Mike a par exemple souffert de harcèlement à l'école. Un traumatisme qui le marque encore aujourd'hui. Tu as été harcelé plus jeune. Oui. Y a-t-il un lien entre le harcèlement et ce havre de paix virtuel pour s'éloigner de cette partie difficile de ta vie? Pas aujourd'hui, mais avant peut-être. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi de jouer à certains jeux de tir violents. Et quand j'étais à fond dedans, c'était en effet une période difficile, où je me sentais impuissant par rapport à tout ce qui se passait à l'école. Donc ces jeux vidéo m'ont permis d'oublier et m'ont donné une impression de contrôle. Et peut-être... Non, je ne sais pas si je peux le dire. Mais c'était peut-être une façon de prendre une revanche, même si je crois que je ne confondais pas les gens du jeu avec ceux de l'école. Mais ça bouillonnait à l'intérieur? Oui, un peu. Le fait d'avoir été victime de violences totalement injustes pour lui, il le ramenait à la maison, il se sentait totalement impuissant et il pouvait, sur un espace médiatisé, donner la réplique.
Et qu'est-ce que tu penses du fait de tuer quelqu'un dans un jeu? C'est encore une chose avec laquelle je ne suis pas très au clair. Peut-être que je devrais y penser plus. Car ça peut être très gratifiant de tuer quelqu'un dans un jeu vidéo. Pour moi, lorsque j'ai été harcelé, je crois que ces jeux de tir violents m'ont vraiment renforcé. Voilà, j'étais encore bon à quelque chose, bon dans ce que j'aimais. Car à l'époque, j'avais très peu confiance en moi. Mais cette chose, c'est tuer. Oui. Bizarre, non? C'est important de le répéter. La majorité des joueurs n'aura pas de tels problèmes. Mais aujourd'hui, 90% de nos jeunes jouent. C'est énorme. Et face aux preuves scientifiques, avec un futur toujours plus immersif, notre enquête nous conduit naturellement vers l'industrie. Qu'est-ce qu'elle en pense? Malheureusement, aucune grande compagnie n'a souhaité nous parler d'addiction, ni de violence. En Suisse, le seul à avoir accepté l'interview, c'est le responsable roman de leur association fêtière. Mais en tant que représentant de l'industrie, quels sont les risques, selon vous, que des jeunes ou des personnes non appropriées jouent à ces jeux? Il y a des risques dans le sens où ça ne l'aurait pas conseillé. C'est difficile de poser un diagnostic, ça va dépendre des personnes, mais c'est pour ça qu'on met justement ces règles en leur disant si vous avez moins de 18 ans, ne jouez pas à ce jeu. On est passé. Vous admettez qu'il y a des risques? Parce que ça a un impact, très certainement. Maintenant, c'est pas à nous de les interdire. On ne peut pas aller dans les maisons pour dire aux gens, on aimerait le faire, mais on ne peut pas aller dans les maisons puis dire aux gens, interdisez à votre enfant de jouer à GTA. On le dit sur le domaine public, on le dit à travers nos jeux, sur les pochettes de jeux. Je pense qu'on fait énormément de travail à ce niveau-là pour essayer de sensibiliser les gens. On apprécie aussi le type d'émission que vous faites pour justement informer les gens sur le fait que ces jeux-là ne sont pas destinés à un public d'enfants. Et si j'ai un message à passer aujourd'hui, je vais regarder droit à la caméra pour le faire, Call of Duty, GTA, Assassin's Creed, tous les jeux de 18+, ne sont pas destinés à des enfants. C'est des jeux qui sont destinés à un public adulte. Jolie déclaration face caméra d'un chargé de communication. Mais nous n'avons toujours pas la réponse à notre question. Pourquoi ces jeux sont-ils déconseillés aux mineurs et aux personnes fragiles selon l'industrie? C'est dans ce programme de prévention, dont la SIEA est pourtant partenaire, que nous trouverons enfin un élément de réponse. Les jeux violents rendent-ils agressifs? C'est possible. Ils peuvent en outre susciter colère, agitation, irritabilité, angoisse, et diminuer l'empathie. Des mises en garde que l'on ne voit toutefois nulle part ailleurs. La prévention se limitant essentiellement en Suisse à cet âge recommandé et à ses pictogrammes. À l'échelle fédérale, rien n'interdit d'ailleurs la vente de jeux 18+ à des mineurs. C'est au bon vouloir du magasin. Moi, je suis toujours convaincu qu'il faut changer la loi parce que si on veut une certaine sensibilité, surtout par rapport aux parents, alors il faut faire une loi assez forte. Ainsi, les parents se rendent compte que c'est une question, que c'est une chose qu'on ne peut pas accepter, cette violence. Ça veut dire interdire ces jeux? Ça veut interdire la vente de tels jeux aux enfants et aux jeunes. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Dès 2008 déjà, ce député et d'autres ont voulu renforcer le cadre légal pour protéger les mineurs. Leurs actions politiques sont toutefois restées lettres mortes. Réponse reçue, l'industrie est capable de s'autoréguler.
Le problème, c'est que l'industrie est avant tout intéressée par le profit. C'est un grand business et l'intérêt, c'est de faire un maximum d'argent. Et les jeux sont aujourd'hui construits pour être très attractifs et pour que les joueurs soient absorbés pendant de longues périodes. À l'avenir, je pense que ce qui serait souhaitable, c'est que l'industrie fasse un pas en avant et peut-être progresse dans l'acceptation des conséquences de ce qu'elle développe sur les joueurs, et surtout à trouver des incitations éventuellement financières pour que l'industrie soit orientée vers la création de produits qui soient plus conformes avec les valeurs de la société, c'est-à-dire, par exemple, créer des jeux coopératifs, créer des jeux qui facilitent les contacts sociaux, plutôt que de créer des jeux qui finalement introduisent la dimension guerrière, agressive, confrontationnelle si fréquemment. Addiction, isolement, désensibilisation. Mike et sa mère en sont désormais conscients. Here. Okay. You sure you don't want me to eat with you, Mom? I didn't know that we were on such a restricted time. No, you're fine. You sure? Yeah. Okay. Thank you. Okay. Bon appétit. En pensant se défouler ainsi, en pianotant sans limite et en laissant faire, un piège s'est refermé sur eux. C'est vrai qu'on ne pensait pas à tout cela à l'époque. C'est comme ça que l'on fonctionnait. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est beaucoup plus connectés l'un à l'autre. On pense beaucoup plus à tous ces problèmes et on en sait tellement plus. Quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas de jeux comme ça. Il y avait même pas. C'était pas un de nos loisirs. On faisait pas ça. Les jeux qu'on jouait, les premiers, c'était Pac-Man. Il n'y avait pas de violence dans Pac-Man. Un petit peu, enfin. Mais il mange des des bulles. Donc, je sais beaucoup plus de choses aujourd'hui que je savais avant. Si j'avais su ce que je savais aujourd'hui, il y a 10 ans, on n'aurait peut-être pas eu tous les soucis qu'on a eus. Mais j'étais un peu dépassée, en fait. Hey, I want to do it with you. Okay. How's the food? It's pretty good. Actually, pretty decent. How did you make zucchinis taste good? Are you witch? That's funny. Ça ne m'étonnerait pas, surtout si le monde médical va aller dans le sens d'entériner la problématique des addictions aux jeux online comme une problématique médicale, l'apparition de class action suits, comment est-ce qu'on appelle ça, de procès aux compagnies, parce que évidemment, l'enjeu pour ces compagnies, c'est d'avoir un maximum de joueurs, et donc le phénomène addictif est très très proche. Donc quelque part un peu comme l'industrie du tabac. Comme l'industrie du tabac, absolument, dans les années 50, oui. Une comparaison inquiétante que Christian partage. Aujourd'hui, ces jeux prennent la poussière face à lui comme ultime tentation. Comment t'as fait pour t'en sortir ? C'était quoi le déclic ? Bon, le déclic, c'était un peu une fille, mais bon, c'est surtout, je regardais sur YouTube un youtubeur, et puis tout d'un coup, il a employé juste une phrase où je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. C'était quoi cette phrase ? Je veux qu'à la fin de cette vidéo, vous mettiez face à votre glace et vous vous regardiez. En face de vous, vous avez votre reflet. En face de vous, vous avez votre plus grand rival. C'est vraiment ça. C'était le truc que je me suis dit, c'est je suis mon pire ennemi. C'est-à-dire que il a réussi, pourquoi pas moi ? Pourquoi j'arriverais pas à changer ? Pourquoi je pourrais pas changer ? Et donc je me suis dit, il faut que je me motive, il faut que je trouve quelque chose pour changer. Je commençais justement à courir, à manger sainement. Et puis bah ça m'a... Justement, j'ai vraiment réussi à changer grâce à ça. C'est aux parents en fait de surveiller ce à quoi jouent leurs enfants. Je veux dire, il y a des parents qui disent je donnerai jamais Orange Mécanique à mon fils de 10 ans, mais tiens, vas-y, joue à Call of Duty, amuse-toi. Puis ces parents-là, justement, bah,
c'est des gens qui sont peut-être potentiellement largués. Après, avec une génération comme la mienne qui va grandir, qui va avoir des enfants, on aura des gens qui savent ce qu'ils ont entre les mains au niveau du jeu vidéo, comme nos parents savaient ce qu'ils avaient entre les mains au niveau des films. Et ma génération, c'est possible que je sois moins encline à donner à un enfant de 10 ans un Call of Duty ou un jeu du même type. Une fois encore, soulignons que l'usage des jeux vidéo à dose raisonnable n'a jamais tué personne et qu'il peut même d'ailleurs avoir aussi de grandes qualités. Ainsi, les jeunes chirurgiens qui ont pratiqué le jeu sont par exemple très à l'aise dans la réalité virtuelle et donc dans la conduite de robots chirurgicaux. Les scientifiques relèvent aussi que certaines parties du cerveau peuvent être stimulées avec bénéfice grâce au jeu et même ralentir le vieillissement. Alors nous ouvrons la discussion sur notre forum. N'hésitez pas à réagir à ce reportage, à poser toutes vos questions. Si vous êtes parent, démuni, mais aussi joueur, vous aurez la chance d'avoir en ligne jusqu'à minuit la doctoresse Sophia Achab, psychiatre, spécialiste des addictions comportementales ou HUG. À vos claviers donc. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Ce sont des héros ordinaires et anonymes en Syrie depuis 5 ans, des hommes et des femmes amassent des preuves de tous les crimes commis contre la population, quels qu'en soient les auteurs. Dans le fracas des bombes, au prix de leur vie, ces héros méconnus prennent tous les risques pour qu'un jour les responsables rendent des comptes devant les tribunaux, mais constituent un dossier de preuves solide et qui tiennent le coup en justice. C'est difficile et frustrant. Temps présent avec Toyota Hybride. Pas besoin de prise électrique pour rouler à l'électricité.